Bonsoir à toutes. Bonsoir Muriel, donc ça y est, on est en direct. Bonsoir. Bonsoir Delphine et bonsoir à toutes les mamans, toutes les super mamans. Ouais, ce groupe, on l'a appelé les drôles de Mams. On est en collaboration avec Clémence et Aurélie, qui ne sont pas avec nous ce soir, puisque en tant que Wonder Maman, on essaye du coup de se partager des fois aussi un petit peu l'audience. D'ailleurs, en bonne Wonder Maman, là, il y aura sûrement du bruit autour de moi, parce qu'à 20h30, je ne peux pas stériliser la maison et Moi, pareil. Bon. La vie, il y a de la vie autour de nous. Ouais, c'est ça. On est une maman où on ne l'est pas. Eh oui. Donc bon, là, j'ai un enfant là qui erre et qui passe autour de moi, et sinon j'ai 2 chiens qui font aussi du bruit. En général, dans mes lives, on entend à un moment donné un aboiement de chien. Ça va. Muriel, moi, j'avais à cœur de t'inviter sur ce groupe parce que je suis convaincue que dans notre audience, les mamans vont être riches du coup de te connaître, de par ton parcours perso, ton parcours pro, et puis ce que tu mets en place aujourd'hui, ce que tu mets en place depuis ces derniers mois, ces dernières années. Justement, ce combo un petit peu de tout ça, quoi, de ta profession et puis de ton métier de cœur, qui est maman quand même. Ah oui, ça c'est le premier. Ah, voilà. Ça c'est sûr. Ça le restera. Ça le Que restera, toujours. on est tous d'accord avec ça. Ouais. La plus belle réussite de carrière, c'est la réussite à eux, quel que soit le choix de métier ou de reconversion. Ah oui, aucun rapport avec ça. C'est vrai que le lien concret, moi, c'est vraiment ma priorité des priorités. C'est ma famille, mes enfants. Et après, j'ai tout construit autour d'eux, finalement. C'est ce que je me rends compte. D'abord, une passion pour les enfants. J'ai une attirance pour les enfants parce que j'ai de la facilité à les comprendre, à me connecter à eux. Et ils étaient aussi source vraiment de leçons, de belles leçons pour moi, pour me permettre de grandir, parce que j'ai beaucoup appris sur moi avec eux, grâce à eux. Grâce à eux, oui. Grâce à eux. Je pense que j'ai aussi guéri une partie de moi, petite fille, grâce à eux. Donc j'ai pu passer à un autre niveau à leur contact, au contact de mes 5 enfants et au contact... 5, mais oui, 5, bravo Muriel, 5 cœurs, 5 enfants. Oui, 5 enfants entre 10 ans et 23 ans maintenant. Voilà, et des jumelles au milieu. Et oui, voilà, ils m'ont appris tant que, en fait, j'ai senti ce besoin de maternité, ce besoin de créer la vie, parce que je pense que j'avais des choses à apprendre sur moi. Et voilà, c'est ce qui m'a propulsée à chaque fois, à des compréhensions plus profondes de moi. Et puis je me rends compte du coup des compréhensions de la femme, que nous sommes toutes, et de révéler un peu notre puissance, c'est-à-dire sortir un petit peu de nos limites à chaque fois. Et 1 enfant, 2 enfants, 3, 4, puis 5, en fait, à chaque fois, j'ai dépassé mes limites. Et à l'école, c'est pareil, puisque je suis enseignante. Et alors c'est ça, voilà, c'est vraiment ça aujourd'hui, le pourquoi c'est Muriel qui est là sur ce premier live de retour de septembre. C'est parce que Muriel, tu es enseignante. Et vraiment, vous, les mamans qui nous suivez là sur ce groupe, je sais ô combien la rentrée, c'est challengeant. Il y a un petit peu en ce moment le chacun, chacune se positionne à poster ou pas sa photo de rentrée, le fameux petit sac à roulettes, ces choses-là. Enfin, c'est vraiment, on est dedans là, c'est vraiment le quotidien. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière justement à aussi parler et communiquer sur les déboires parfois liés à l'école et à quel point ça peut impacter le noyau familial. Voilà, donc moi, j'avais vraiment à cœur de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir avoir cette explication, je dirais, un petit peu de l'intérieur de c'est quoi ton métier quand en plus tu es maman et quand en plus tu as justement cette conviction et cette, comment dire, être avertie au bien-être en général. Donc, c'est quoi aujourd'hui ta mission? Comment t'expliquerais ton nouveau métier? Alors, c'est pas un nouveau métier puisque tu mènes les 3 de front, c'est ça en fait.
Casquette de maman, casquette d'enseignante en maternelle, en pédagogie Montessori, où j'ai commencé, mes collègues m'ont suivi. Donc là, on fonctionne en école Montessori publique. Donc j'ai ce bonheur-là de vraiment travailler et de respecter mes valeurs les plus profondes. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Et puis, Donc là, je reprends un petit peu pour les personnes qui nous suivent, oui. excuse-moi de t'interrompre, mais Ben, école vas-y, Montessori publique, c'est-à-dire que il y a le fonctionnement école, hein, qui est en général voilà, régi par contrat, par l'éducation nationale, qui est régi par l'éducation nationale, donc l'école publique. Après, il va y avoir des écoles privées qui, elles, vont être régies donc, par contrat, etc. Et après, on va avoir des écoles hors contrat qui, elles, peuvent se permettre du coup des pédagogies alternatives, etc. Et souvent, chacun, un petit peu comme ça, s'arrache son bout de gras, sa croyance, presque, je dirais. Oui. Et là, non, toi, tu es vraiment au sein d'une école donc publique, école publique et avec du coup une pédagogie inspirée du coup de Maria Montessori. C'est ça, c'est ça. Je me suis formée personnellement, je n'ai pas attendu que l'éducation nationale me forme. Et je me suis lancée, même si on me déconseillait de me lancer, surtout pas d'en parler. J'ai assumé, je suis allée au bout et finalement, j'ai eu la chance de tomber aussi sur des inspecteurs qui voyaient mon travail, la qualité du travail et surtout les enfants, hein, le résultat sur les enfants. Donc, j'ai été encouragée aussi par la hiérarchie. Donc, ça, c'est un gros cadeau. Et c'est comme ça Alors, que… c'est quoi ce que tu peux quantifier, ce qu'un inspecteur va quantifier comme résultat, en fait? C'est là où des fois, on a besoin de comprendre un peu comment ça se passe à l'intérieur. C'est vrai. C'est par l'observation, en fait. On est assez rarement inspecté. Maintenant, ça ne s'appelle plus des inspections d'ailleurs, ce sont des rendez-vous de carrière. Mais en fait, on est évalué sur plein d'aspects pour savoir si on a les compétences voilà, pour enseigner au mieux aux enfants. Et voilà, et l'inspecteur qui est venu après ma transition pédagogique m'a dit, mais voilà, c'est exactement comme ça que toutes les classes devraient fonctionner. Donc ça a confirmé, ça m'a fait du bien, même si je ne l'attendais pas, parce que je m'étais dit, quoi qu'il arrive, je me détache de son avis. Mais c'était chouette parce que ça donnait l'élan à mes collègues de suivre. Voilà, c'est ça. Et puis, de plus en plus, je ne suis pas du tout la seule, de plus en plus, il y a des enseignants. Et peut-être vous, les mamans, dans les écoles autour de chez vous, il y a des enseignants qui pratiquent de plus en plus des activités où l'enfant est vraiment au centre, où on lui laisse un maximum d'autonomie. Et voilà, où il y a tout un travail sur la posture de l'enseignant qui est de moins en moins intrusive, mais quand même bien là, et avec un cadre, parce que Montessori, ça ne veut pas dire sans cadre, hein, loin de là. Il y a beaucoup d'idées reçues. Oui, il y en a. Ça fait partie, ce cadre, justement, ça fait partie des controverses, voire même des dérives. En fait, la perception, on va dire, un peu de c'est quoi le cadre dans une pédagogie, justement, un petit peu alternative, qui donne comme ça plus de place. Des fois, la dérive, c'est d'être que dans la souplesse, voire une sorte de laxisme. Qui du coup détruit la notion de cadre, alors que le cadre est complètement, mais c'est sine qua non en fait à la construction de l'enfant. C'est-à-dire que sans notion de cadre, on peut même plus parler finalement d'éducation, d'instruction, même d'amour presque, parce que le cadre fait aussi partie de l'amour qu'on donne à son enfant. Et alors, ça m'ouvre la porte parce que du coup, moi, je serai en live dimanche soir avec un format de conférence. C'est la première fois que je vais le diffuser en ligne dimanche, où vraiment le sujet, c'est comment poser le cadre et se faire respecter par son enfant sans abolir justement tous ces principes sur l'éducation bienveillante, parce que le retour maintenant de ces 15-20 dernières années, un petit peu comme ça, où il y a eu un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que justement, au niveau des écoles, il y a eu un tel resserrement de certains qui ont voulu aller contre, d'autres qui ont tellement voulu aller pour,
Donc les mamans, les parents en général, se sont retrouvés pris au centre à essayer du coup de s'informer, de mettre des choses en place, etc. Et puis, on quantifie quand même une montée exponentielle du burn-out parental parce qu'au final, le parent, la maman ne sait plus comment se positionner, quoi faire. Et j'étais sur Insta aujourd'hui, je voyais des petites satires, il y a des humoristes qui maintenant s'arrachent le sujet en se moquant complètement de la maman qui dit non, ça, parce que c'est vraiment le quotidien d'un parent aujourd'hui, c'est d'être complètement embrouillé par cette masse d'informations à trop avoir le choix finalement. Complètement. Moi, je le vois tous les jours avec les parents d'élèves. Je le vois aussi dans les femmes que j'accompagne, qui savent plus se positionner entre, comme tu disais, le laxisme et puis l'autoritarisme. Entre les deux, ben oui, il y a une voie. Et moi, ce que j'aime bien parler de la voie du milieu, c'est-à-dire être ni dans un extrême ni dans un autre. Et ça, ben oui, ça s'apprend parce que quand on entend partout des conseils qui sont dans l'un ou l'autre des positions, dans l'une ou l'autre des positions, ça aide pas forcément à trouver sa voie et à se dire, mais moi, comment je fais personnellement avec mes enfants? Est-ce que là, je suis trop laxiste? Est-ce que là, je suis trop stricte? Et il y a beaucoup de mamans qui sont perdues et je reconnais que c'est pas évident. D'autant plus que souvent, on vient d'une éducation un peu plus stricte, un peu moins bienveillante que ce qu'on souhaite aujourd'hui offrir à nos enfants et qu'on manque de repères. Et donc, à nous, entre femmes, d'être solidaires. C'est ce que je disais à une maman aujourd'hui, une maman d'élève. Voilà, elle me disait, mais j'ai un peu honte de dire que j'arrive pas avec mon fils. Mais non, en fait, on est là pour s'entraider. Voilà, entre nous, les femmes, les mamans, c'est vraiment très important. Cette pression encore de la fameuse mère parfaite, c'est quelque chose qui rend impossible finalement d'assumer qu'on puisse ne pas savoir, quoi. Comme si tout à fait. Au moment de l'expulsion de l'enfant, on avalait la pilule magique du savoir, quoi. Mais oui, et oui, en effet, exactement. Donc oui, ça s'apprend et ça passe par déjà se l'avouer à soi-même, en parler, s'autoriser à en parler autour de soi parce qu'on se rend compte qu'on est tout à peu près, on a tous vécu à un moment donné ces difficultés-là. Moi, je les ai vécues. À un moment pareil, j'avais une éducation très stricte, trop pour moi. C'est pas ce que je voulais pour mes enfants. Donc, j'ai dû chercher autre chose. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, mais comment je fais concrètement? Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi pour comprendre et pour après que ça rejaillisse sur l'éducation que je pouvais donner à mes enfants. Et donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, fort du coup de ces deux bagages et de ta culture, du coup, ce background que tu as pu mener, donc tu as aussi cette casquette d'accompagnatrice, d'accompagnante. C'est ça, c'est ça. J'accompagne en fait les mamans qui se sont abandonnées aussi sur ce chemin de la parentalité parce qu'elles se sont plus ou moins sacrifiées à différents niveaux, à différents stades, et qui se sont perdues, qui ne savent plus aujourd'hui qui elles sont, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut expérimenter. Et du coup, la conséquence directe, ce sont les relations qu'elles ont avec leurs enfants, qui sont parfois, du coup, qui ne révèlent pas leurs premières intentions. Quand on est enceinte, on rêve d'être, enfin, on a une image assez idyllique de la maman, comme tu disais, la maman parfaite. Et puis, à un moment donné, on est la maman telle qu'on est. Et quand on voit ça et qu'il y a un écart entre ce qu'on voulait et ce qu'on est, à ce moment-là, il y a des femmes qui décident de dire stop, en fait, c'est pas ce que je veux. Donc, je veux être aidée, accompagnée, guidée pour être la maman à laquelle j'aspire vraiment. Donc, ça passe par se reconnecter à soi, etc. Mais voilà, ce sont ces femmes-là qui sont dans l'éducation bienveillante et qui veulent faire de leur mieux, qui font de leur mieux réellement
et qui ont la force de demander de l'aide. Et ça, je trouve ça magnifique. Ce type d'engagement, les femmes avec lesquelles je travaille, franchement, elles sont magnifiques. Elles s'engagent. Mais oui, parce que c'est vraiment déjà magnifique. Le premier pas, c'est déjà, comme tu disais, d'être dans l'acceptation, de se dire, ah ben, c'est peut-être pas exactement comme j'avais imaginé, et en même temps, accepter voilà ça, et puis ne pas, voilà, cette fameuse culpabilité, ne pas culpabiliser de ne pas être exactement non plus celle qu'on aurait imaginé être. Et puis peut-être que aussi arrêter de chercher du matériel, en fait, parce que là, on en revient à ton métier et au cœur de ton métier d'enseignante, particulièrement avec la pédagogie Montessori. Maintenant, il y a vraiment eu comment on appelle ça là, les produits, des placements de produits là. Enfin, c'est vraiment une venue du. Il y a deux. Enfin, tu peux aller acheter tout à la sauce Montessori, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça Montessori, on le sait. Hein. Mais une maman qui veut à la maison s'occuper un peu plus de son enfant et se dire je vais quand même essayer de faire encore un peu plus des choses, donc je vais aller acheter des choses, etc. Elle se rajoute encore une charge et une dépense aussi. Complètement. Alors que c'est un état d'esprit, c'est vraiment une philosophie, c'est une posture. Et c'est cette posture-là que les femmes, souvent les mamans, ont besoin de travailler. Cette posture où on a suffisamment confiance en nous pour inspirer confiance en nos enfants. On s'écoute suffisamment pour écouter nos enfants. On se respecte suffisamment pour être respecté par nos enfants. Donc, c'est cette posture-là, en fait. Et moi, je l'ai travaillée en tant qu'enseignante en premier lieu, en tant que maman. Puis après, je le transmets, en fait. Mais, et c'est pas si évident. J'avoue que c'est pas si évident. Et on a beau lire des livres, etc., c'est pas, c'est pas magique. Voilà, c'est quelque chose. C'est ce qui m'a interpellée chez toi, c'est que je trouve qu'il y a tellement dans le monde de l'accompagnement, il y a tellement de, il y a qu'un faucon là, tu sais, de fais ce que je te dis parce que j'ai appris un truc, je te le dis. Moi, j'ai besoin de voir que des routardes comme nous, tu vois, avec des gosses qui ont déjà passé 20 ans. C'est ça. Toi, t'es passé par là aussi. Mais oui, c'est ça. Mais avec j'ai l'humilité qui va avec de dire, j'ai fait des trucs que maintenant je les ferai autrement. Et c'est aussi parce que je me suis pardonnée de ces choses-là, que j'ai pu grandir et faire autrement. Et c'est pas toujours facile de voir que à situation similaire, quand les uns et les autres ont eu les mêmes âges, que tu te dis, tiens, à 11 ans de là, ah ben, t'as pas du tout fait pareil. Ah mince, si j'avais su, j'aurais déjà pu. Ben non, mais on a fait le choix en plus d'être maman jeune, parce qu'il y a aussi cette croyance. Moi, j'ai eu à croiser des mamans qui sont convaincues qu'il leur faut acquérir un savoir et une science avant d'être maman, parce qu'elles veulent tellement bien faire. Oui. Et ben non, faites, tant pis, trompez-vous. Oui. Mais vive l'erreur, c'est grâce à ça, vraiment. Moi, je bénis toutes ces erreurs que j'ai pu faire, et ça m'a confrontée à mes limites, à mes difficultés personnelles. Et c'est comme ça qu'en les voyant, je me suis dit, bon, ben là, qu'est-ce que je fais? Ou je reste là, ou je choisis de voir les choses autrement et d'avancer. On en arrive au moment. Tu l'avais prédit. On en arrive au moment où ça passe trop près de la maison. Je pense aussi que ces peurs, elles sont quand même à la base animées par la peur de mal faire, mais dans le sens faire mal. C'est-à-dire qu'on a peur de le briser, ce petit être. Et alors, moi, j'ai une culture spirituelle que je ramène souvent sur le banc de la table. Quand je rappelle à tout le monde qu'au moment de son incarnation, la petite âme, elle va choisir les parents au sein desquels elle va grandir.
Exactement, je partage complètement ta vision. En fait, à un moment donné, le but de l'incarnation de l'instant T, c'est d'aller guérir encore des trucs qui ne sont pas passés dans l'incarnation d'avant. Donc, si on accepte ça, on accepte de se dire, on va faire du mieux qu'on peut, certes, mais on ne pourra pas éviter à l'enfant de s'égratiner, mais au sens figuré, en fait. C'est-à-dire que un casque sur les émotions qu'ils ont à traverser et on ne peut pas leur mettre un casque pour leur éviter le stade sur la blessure, pareil, qui sont venus justement transcender dans cette incarnation. Et la pression des mamans, à un moment donné, s'enlever si elles acceptaient que justement, ils vont se faire mal. C'est ça le truc, c'est que ne faites pas d'enfants si vous avez peur qu'ils se fassent mal, en fait. Vous ne pourrez pas des fois, je me souviens une fois avoir dit à une maman, à un moment donné, il va quand même finir avec un sale truc à te reprocher, tu vas quand même te prendre un truc dans la face et peut-être même qu'un jour, il va se prendre une cuite et qu'il va te balancer à ce moment-là, alors que tu aurais vraiment cru que jamais il aurait de mauvaise fréquentation. Enfin, mais c'est une triste réalité qui est finalement qu'une belle réalité. Complètement. On est là pour vivre des expériences. Les enfants qui nous traversent viennent vivre des expériences auprès de nous. Et voilà. Et il n'y a pas forcément de mauvaises expériences. L'essentiel, c'est d'en tirer de leçons et d'avoir l'acuité pour se dire, bon, ouais, là, je vois quelque chose. Et qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Comment je transforme? Alors, là où j'aime bien, du coup, et c'est en ça aussi que j'avais besoin de ton renfort pour ce propos-là, mais parce que ça me paraît, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai à cœur de transmettre aux mamans, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, on est plusieurs accompagnantes sur le même groupe. Finalement, les mamans, elles pourraient se dire, mais qui choisir, pourquoi choisir? Mais parce qu'en fait, on a toutes notre patte, en fait, c'est notre vécu, c'est notre expérience qui va faire que on va peut-être plus avoir à vous apporter dans un sens qu'une autre, et c'est à vous de sentir la personne avec laquelle vous vous sentez le plus en accord. Même si au final, là, tu vois, si Aurélie et Clémence étaient avec nous, on serait toutes les quatre, on aurait à peu près quand même un peu la même substance. Moi, ce qui vraiment me paraît important, c'est ce seuil finalement de quand s'arrête la bienveillance, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ouais, ok, de toute façon, mon enfant est venu sur Terre pour retraverser ça, voilà. On peut aussi se dire, bon, de toute façon, on m'a dit de me foutre la paix, je laisse jouer sous l'évier et je continue l'apéro avec ma copine. Enfin, tu vois, et à un moment donné, c'est ça aussi, c'est finalement à quel moment on peut s'alerter, se dire, ah, et là peut-être que tu vois, on est un peu borderline, et je m'adresse surtout aussi aux mamans qui n'ont pas justement eu le bagage de référence, parce que quand on a soi-même vécu une enfance maltraitée, c'est encore plus compliqué parce que le curseur est bafoué, c'est-à-dire que je vais vulgariser mon propos, mais quelqu'un qui a été roué de coups toute la journée en étant privé de manger, si déjà elle donne à manger à son enfant sans le taper, et pour elle, déjà, elle sera dans l'ultra bienveillance. Voilà. Et donc, ne pas tomber dans le travers aussi de se dire, comme je ne veux pas faire ce que j'ai eu, je vais tout donner et m'épuiser et me perdre. Voilà. Donc, selon toi, ça serait quoi des choses qui pourraient veiller comme ça et qui pourraient dire une maman qui aurait tellement peur de mal faire, à quoi on pourrait lui dire, voilà. Déjà, pour moi, éduquer son enfant, c'est déjà le mettre en sécurité. La priorité des priorités, c'est quand même le mettre en sécurité. Donc, c'est pour ça que déjà, là, il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Par exemple, mon enfant me prend la main pour traverser. C'est une règle absolue parce que je le mets en sécurité, déjà.
Donc, il y a tout ce type de règles-là. Quand c'est pour sa sécurité, pour qu'il puisse grandir correctement, sereinement, ça, c'est en numéro 1. Donc là, Après, voilà, on est déjà vraiment sur cette notion de cadre ouais, prioritaire. Je pose un premier cadre qui est premier cadre. inflexible, c'est la Ouais. sécurité. Ah, complètement. Parce que je Je vois partage. aussi que parfois, c'est pas si évident de garder son enfant en sécurité. Je suis Je d'accord. le vois. Parce Et que justement, il y a cette proposition permanente de et proposer autre oui, chose à l'enfant, de ne pas le soumettre à une injonction, etc., c'est ça, etc. Je suis d'accord. c'est ça. Et après, moi, je pense qu'il y a une chose très importante, c'est de savoir ce qu'on veut lui transmettre, c'est-à-dire nos valeurs. Et si, par exemple, pour moi, l'empathie est une valeur importante, par exemple, comment je m'y prends pour transmettre cette valeur à mon enfant? Est-ce que quand je le lui transmets, je suis dans l'empathie? Voilà. Si c'est autre chose, je pense qu'il y a vraiment ça. C'est ça qu'on veut. Pourquoi on a un enfant? À quoi ça sert de l'éduquer? C'est lui transmettre ses valeurs. Hein. Donc, si c'est par exemple l'autonomie, pour moi, c'est une valeur aussi forte, l'autonomie. C'est pour ça que la pédagogie Montessori me parle énormément. Parce que je veux des enfants vraiment autonomes, qui ne soient pas dépendants de moi. Donc, comment je fais chaque jour pour nourrir ça et pour transmettre ça à mon enfant? Et quand je le transmets, comment je m'y prends? Parce que si, dans ma façon de transmettre, je transgresse mes propres valeurs, là, ça pique, ça fait mal. On sent bien en nous qu'il y a un conflit qui se crée. Un conflit, exact. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça me parle aussi parce que tu parlais de la valeur autonomie, moi, cette valeur, l'autonomie, en tout cas, j'ai eu à cœur que mes enfants soient autonomes. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même une valeur haute, liberté. Voilà. Donc, pendant que mes enfants sont autonomes, en fait, ils ne bouffent pas, ils ne sont pas en sensu sur moi, sur ma capsule de liberté vitale. Et encore une fois, c'est un emboîtement, voilà, comme tu disais, c'est qu'on est OK. C'est-à-dire que j'ai un besoin de liberté, je rends mon enfant autonome. Donc, les deux sont effectivement en adéquation. Et comme tu disais, si à un moment donné, il y a un des deux qui n'est pas en phase avec finalement la valeur qu'on veut transmettre, là, on sent un conflit d'intérêts. Et ce sont ces conflits-là qui amènent justement au petit vélo intérieur et qui amènent à l'épuisement. Complètement. On perd énormément d'énergie là-dedans. On se sent épuisé en fin de journée parce que ça résonne pas en nous, quoi, finalement. On se comporte pas comme on aimerait, comme aux choses auxquelles on aspire. On va pas vers les choses auxquelles on aspire. Donc, on peut pas se sentir bien. Et c'est une fuite d'énergie énorme, énorme. Moi, je vois aujourd'hui, plus ça va, plus je suis vraiment raccord avec mes valeurs et tout, j'ai une énergie assez incroyable. D'ailleurs, on ne comprend pas d'où ça vient, mais moi, je sais d'où ça vient, en fait. Oui. Parce que petit à petit, et c'est un chemin, hein, ça ne se fait pas comme ça, c'est clair et net, c'est pas rapide, immédiat, mais quand on arrive vraiment à s'aligner, hein, ça change la vie. Et encore une fois, on n'est pas maman assujettie au sacrifice. C'est-à-dire que quand on est dans ce chemin, ce questionnement et cet épuisement, des fois, il y a des vieilles croyances éducatives qui reviennent en mode mais tu as voulu faire des gosses, t'assumes. Ouais. T'es une maman, elle donne sa vie pour son enfant, donc tu te sacrifies. Et puis, de toute façon, si tu le fais pas, c'est que tu es égoïste. Alors pourquoi tu as fait des enfants? Ça, c'est terrible. Ah oui, oui, mais toutes ces croyances, elles nous polluent à un niveau incroyable. Parce qu'on n'en a même pas conscience. Ah non, c'est ça, c'est parce que quand on a mis le doigt, voilà, ça, quand on a mis le doigt sur ces croyances et qu'on se dit non, mais qui a dit ça? Pourquoi? D'où ça vient ça? Non, c'est tellement, on l'a tellement entendu
c'est en nous qu'on fonctionne parce qu'il faut, hein, on doit. Et non, et non. Et là, on se perd. Et là, c'est pour ça que moi, alors, j'ai un groupe qui s'appelle Devenir sa priorité, parce que c'est ça que je Devenir fais, sa en fait. priorité. Ah oui, c'est chouette. Ouais. Voilà, devenir sa priorité, parce que ça parle complètement, je pense, aux mamans qui sont dans le sacrifice. Et je l'ai été, hein, donc je sais très bien. Et bah oui, à un moment donné, c'est pas possible de donner plus si on ne devient pas sa priorité. Et c'est confondu avec de l'égoïsme, ou plutôt de l'égocentrisme. Parce qu'on a le droit d'être égoïste. Bon, égocentrique, peut-être pas autant. Voilà, de c'est bien manière de faire le distinguo entre les deux. Voilà, il y a bien deux notions qui sont assez différentes. Voilà. Donc, voilà, on ne peut pas faire l'économie de s'occuper de soi-même pour s'occuper de nos enfants. C'est impossible. À un moment donné, tôt ou tard, ça ne fonctionne pas. Et puis de toute façon, ils viennent en miroir. Hein. Combien de fois on l'entend et on le dit, mais il y a le don d'appuyer là où. Ils sont trop, trop forts pour ça. Mais ils sont venus pour ça. C'est le sens de la vie, encore une fois. Et oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'observer les gens qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Enfin, moi, ça m'a passionnée pendant une période parce que pour moi, c'était tellement une évidence. Je me suis jamais posé la question en fait de vouloir ou pas avoir d'enfants. Je voulais une famille nombreuse, mais comme on a un rêve, je sais pas moi, d'aller traverser un pays. Enfin, c'était vraiment un rêve au fond de moi. Et encore, hein, famille nombreuse, moi, enceinte 4 fois, 3 enfants. Voilà. C'est une famille nombreuse. Hein. Moi, j'ai dit une famille très nombreuse, tu vois. Moi, j'ai complété avec des animaux après, tu sais. Mais tu vois, donc du coup, voilà, ça m'a passionné de voir, il y a des gens qui font qui se posent la question d'en avoir ou pas, déjà, voilà, c'est nouveau pour moi à un moment donné. Et il y a des gens qui font le choix de ne pas en avoir. Et après, quand je me suis intéressée justement plus précisément justement à la spiritualité, au but de l'incarnation, de cet effet miroir, etc., et ben on arrive à comprendre en fin de compte que ces personnes sont sur des chemins de vie où ils ont déjà fait le job, ils n'ont pas besoin en fait d'avoir leur miroir en permanence comme ça en face d'eux. Alors que nous, finalement, sous ce couvert de cette évidence de faire des enfants, c'est beau, on est passionné, on a envie, on a plein de trucs qui nous viennent pour nous faire croire ça, mais non, c'est qu'on a besoin en fait. On a besoin d'avoir ces petits doublons de nous-mêmes pour aller justement, pour aller avancer. Et des fois, je le dis, je dis en fait, on n'est que la racine carrée en fait de nos enfants. Tout ce que on a pu toucher du bout du doigt chez nous, chez eux, c'est exponentiel. Je pense particulièrement à toutes ces substances, là, ces compétences psychosociales qui sont en montée complète avec cette fluctuation énergétique du moment. Si tu te perçois, toi, maman, hypersensible, il y a encore des personnes qui croient qu'elles le sont, peut-être un petit peu. Enfin, mais dis-toi juste que chez ton enfant, c'est puissance 10. Toute ta capacité intuitive chez ton enfant, c'est puissance 10. Oh oui, ça c'est vrai. Et c'est là où on reprend vraiment le sens de la vie, de ce partage de la naissance, parents, enfants, où là on voit bien qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui se joue en fait que cette injonction, je dirais, d'être une bonne ou une mauvaise mère, ou de trouver. Alors, là aussi, pour refaire le parallèle avec ton cœur de métier, trouver une bonne école pour son enfant, ça aussi, c'est un poids sur le dos des parents. Et peut-être, il faudrait poser la question, c'est quoi, toi, le signe qui va te dire que ton enfant, il est à la bonne école, ou en tout cas, il est à sa bonne place à l'école. Comment ça se voit, un enfant qui va bien à l'école, en fait? Un enfant qui va bien à l'école, c'est un enfant qui... quand on le récupère, il est, voilà, il est souriant, on sent qu'il n'y a pas de tension particulière, même si rien n'est lisse, c'est parfait,
Mais dans l'ensemble, il est serein, il est confiant. Moi, c'est vrai que cette question-là d'école, je me la suis posée, puisque ma dernière, elle a fait, parce que j'ai des tout petits, moyens, grands dans ma classe. Et donc, elle a fait les 4 années dans ma classe. Les autres, non. mais Charlize les a faites ces 4 années. Et donc, pour aller au CP, je me suis dit, mais bon, alors, dans quelle école je vais la mettre? Dans l'école de mon quartier, dans une école Steiner un peu plus loin. Donc, je me suis renseignée, etc. Puis après, je me dis, bon, je crois que la priorité, je me suis recentrée, c'est quand même de faire confiance en mon enfant. Il a une capacité d'adaptation de dingue, beaucoup plus développée que la nôtre. Et à moi d'être attentive et d'être à l'écoute des éventuels problèmes ou difficultés que mon enfant rencontrera. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais l'inscrire dans l'école du quartier. Et si je perçois des choses qui ne vont pas, à ce moment-là, je réajusterai et je reverrai ma position. Voilà. Et puis, au final, ça se passerait très bien. Et je crois que le principal, de mon point de vue, c'est quand même d'être toujours bien à l'écoute de lui, hein, de l'observer tranquillement du coin de l'œil, voilà. Et quand, ma foi, a priori, tout se passe normalement, il n'y a pas de raison. Un enfant, il apprend, et pas qu'à l'école. Donc, c'est vrai qu'on met beaucoup de pression sur l'école, mais et les maîtresses se mettent beaucoup de pression, parce que j'accompagne aussi beaucoup d'enseignantes. Oui, c'était une question aussi que j'avais dans mon tiroir, ça, c'était de savoir si finalement, oui. dans les personnes, ouais, tu attires dans le panel de personnes qui viennent à toi des mamans qui sont enseignantes. Aussi, oui, aussi. C'est ça, des mamans enseignantes. Et justement, elles se mettent aussi beaucoup de pression en tant qu'enseignantes, parce qu'elles se disent, il faut que tout soit parfait aussi dans ma classe, il faut que, voilà, que j'offre un maximum. Mais n'oublions pas que pour élever un enfant, il faut tout un village. Donc, on n'est pas seul, ni la maman, ni l'enseignante, responsable de toute l'éducation d'un enfant. Donc, l'enfant, il grandit dans une société, il y a énormément de monde qui tourne autour de lui, et il se nourrit de tout ça. Donc, voilà, ça remet un petit peu, on se remet dans une position d'humilité et c'est pas moi qui contrôle tout, hein, on n'est pas avec objectif absolu de tout gérer, et surtout à l'avance, avant que les difficultés arrivent aussi. Oui, c'est ça. Parce que des fois, par anticipation, on s'imagine des choses, mais c'est juste dans notre imagination. Et donc voilà, pour faire le pas, je pense qu'il faut vivre les choses et suffisamment déployer ses antennes pour être à l'écoute. Et ça passe encore par savoir s'écouter, parce que quand on sait s'écouter, on est encore plus capable d'écouter l'enfant. Et oui, et tout à l'heure, tu parlais de faire confiance à son enfant. C'est hyper compliqué aussi de faire confiance à quelqu'un si on n'a pas confiance en soi-même. C'est ça. Et j'entends bien que voilà, ces prises de conscience, en tout cas, qu'on peut avoir grâce à notre enfant, en fait, quand on se pose la question, voilà, justement, de lui faire confiance, de l'écouter, et ben voilà, un des secrets peut-être qu'on pourrait aussi proposer ce soir, c'est d'identifier ce genre de questionnement et tout de suite appuyer sur le bouton pause, de se retourner vers soi et de se dire, ah, si je repose la question au jeu, qu'est-ce que ça donne? Et c'est une invitation pour aller voir du coup en soi, c'est quoi son niveau d'écoute, voilà, son niveau de confiance, et d'appréhender comme ça les aspérités, je dirais, de la vie et de la relation, pour en faire justement des tremplins. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait peur aussi aux parents, surtout dans les petites classes, c'est après, quand on est sur ce cap-là des premières classes de primaire, c'est ce fameux passage à la lecture. C'est que mon enfant sache lire. Est-ce que je vais me retrouver dans un parcours avec des rendez-vous paramédicaux, etc., parce que mon enfant confond des syllabes, voilà.
Ça, c'est vrai que ça. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je pense que ça a été quand même des grosses craintes qui ont du coup mis des pressions très tôt. C'est-à-dire que par cette peur de mon enfant, est-ce qu'il saura lire au CP, on avait envie que les enfants sachent lire avant d'entrer au CP. Alors, déjà, la première crainte, c'est pour les parents, quand leur enfant ne parle pas encore, c'est est-ce qu'il va parler? Parce que bon, quand on accueille des enfants maternels, ils savent marcher. Donc, l'inquiétude de mon enfant va-t-il marcher? On ne l'a plus. Oui. Mais c'est est-ce qu'il va parler correctement? Est-ce que voilà, ça va se développer, le langage va se développer correctement? Et c'est vrai qu'après, il y a la pression de la lecture. Pour moi, tous les apprentissages, un enfant, un enfant, il est là pour apprendre tout le temps. Il joue, il apprend, c'est pareil. Il est dans la découverte totale. Tu ne distingues pas les temps d'enseignement pur, voilà, des temps de jeu finalement et de vie en collectivité. Quoi. Tout est découverte, qui découvre la lettre A ou qui découvre un cube ou qui découvre la petite fourmi qui se promène, c'est tout pareil. Il est avide. En fait, cet enfant, tous les enfants ont une flamme, cette soif d'apprendre, cette vitalité. Et c'est un élan naturel que d'apprendre. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment que cette flamme reste intacte. C'est voir si elle peut. Voilà, c'est ça en fait. C'est un trésor et il faut faire attention à ça. Donc, parce que naturellement, il va apprendre. Et j'ai confiance en ça. Et puis, tous les jours, les enfants me le prouvent. Donc, la lecture, c'est un apprentissage comme un autre, qui n'est pas plus difficile. Moi, j'ai des élèves en moyenne section qui lisent. Ça leur a posé aucun problème. Voilà. Parce qu'ils sont dans un milieu préparé où ils ont la possibilité d'apprendre autre chose. Donc, si ça les intéresse, c'est pas pour tout le monde, mais si ça les intéresse, ils ont la possibilité d'apprendre. Et ils apprennent dans la joie et surtout avant 6 ans où ils ont cet esprit absorbant qui demande aucun effort. Après 6 ans, c'est un esprit résonnant, donc qui demande un peu plus d'effort. Donc, c'est vrai qu'il y a cette fenêtre où tout est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que moi, je me plais à leur proposer un maximum de choses. Par exemple, en grande section, théoriquement, on leur apprend à compter jusqu'à 30. Dans ma classe, j'ai ma frise numérique qui va jusqu'à 1010. Alors, je me suis arrêtée à un moment donné, mais c'est pour dire que arrêtons de limiter les enfants. Ils ont envie, ils aiment apprendre. Donc, ça ne veut pas dire que tous les enfants doivent compter jusqu'à 1010 ou doivent acquérir la lecture avant le CP. Non. Mais qu'ils en aient la possibilité, oui. Voilà. Et c'est vrai que moi, en tant que maman, je me disais, non mais ma fille, elle a le temps d'apprendre, hein, oula, une chose après l'autre. Et je suis revenue là-dessus parce que mieux on connaît l'enfant et ses attirances, et plus c'est évident, en fait, que tout apprentissage est source de joie. Parce qu'il faut les voir quand ils arrivent à lire. C'est de la joie pure, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une révélation. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? C'est un apprentissage comme un autre. Nous, dans notre société, on met beaucoup d'importance, mais en réalité, c'est pas plus. Et alors, une maman qui pourrait être tentée de vouloir rajouter des temps d'enseignement pendant qu'elle est avec son enfant, parce que ça aussi, dans cette peur justement que l'enfant n'ait pas toutes les compétences, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, du coup, à une maman pour occuper le temps qu'elle passe avec son enfant, par exemple, entre cette pression justement de... Alors, si l'enfant est curieux et demandeur, il a envie d'apprendre, que la maman aime cette posture-là, transmettre, et go, je vois aucun problème à ça. Par contre, si ça devient source de tension, si elle sent à l'intérieur qu'elle se crispe, et que du coup l'enfant se crispe et que finalement il a de moins en moins envie d'apprendre, là on va dire que cette flamme qui est belle, elle est en train de se restreindre, hein, et on ne veut surtout pas l'éteindre. C'est ça qui est précieux. Donc là je pense que c'est vraiment observer et les réactions de son enfant, et si ça met l'enfant et la maman en joie, go. Par contre, ça c'est vraiment le seuil
Ah non. Ça, c'est vraiment le seuil, je dirais, de limite, quoi. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe en moi, quoi. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est parce que j'ai envie et que c'est important pour moi de faire ce que j'aime faire avec mon enfant? Ou est-ce que c'est sous-jacent d'une peur qu'il n'en ait pas assez, qu'il manque de quelque chose? Exactement. C'est la première question. À quoi ça répond? À quoi ça répond? Cette envie de transmettre de manière, voilà, peut-être un peu intense ou voilà. Il faut que ça reste dans le jeu, il faut que ça reste léger, joyeux. Il faut surtout, je pense que de ne pas perdre de vue la qualité de la relation mère-enfant. Ce lien précieux, il faut vraiment le chouchouter. Et si l'activité renforce ce lien, c'est parfait. Si on sent que ça crispe, là, peut-être il y a des choses à revoir. Puisqu'au final, le temps prévu d'enseignement et d'école, rappelons-le, est quand même largement suffisant pour l'enfant. Oui. Voilà, pour acquérir ce dont il a besoin et s'épanouir pleinement. Mais il y a des enfants qui ont besoin de plus. C'est certain. Et il y a des enfants, effectivement, qui sont ont besoin en demande. de plus. Oui. Donc, on ne va pas les priver, ces enfants. Si le parent en a envie et que l'enfant a la curiosité et le besoin, pourquoi s'en priver? Moi, je vois de tout dans les parents. Il y a des parents qui adorent partager plein de choses et c'est très, très riche. Mais l'enfant ne s'en porte que mieux. Hein. C'est un beau cadeau. Et j'ai vu aussi des enfants avoir des potentiels troubles du comportement, parce que maintenant, on étiquette facilement, alors qu'en fait, c'était simplement un enfant qui avait besoin de plus. C'est-à-dire que un enfant dans lequel, par exemple, dans une fratrie, il va y avoir un premier enfant qui, lui, va être très content de retrouver son quotidien quand il rentre. Et puis, d'un coup, il va y avoir dans la fratrie le deuxième, ou dans l'autre sens, peu importe, qui, lui, va être finalement, non, il faut remettre du carburant dans la machine, quoi. Il faut lui donner des informations, etc. Et là, pour le coup, il va parfois réagir un petit peu violemment, entre guillemets, mais avoir un comportement des fois un petit peu bousculant pour faire prendre conscience aux parents que il a besoin qu'on s'occupe de lui, mais d'une façon un petit peu plus poussive, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Parce que je pense que tu peux le dire aussi que quand cette posture-là qu'on vient d'évoquer là, pendant ces 30 minutes, elle est encore une fois à adapter en fonction de chaque enfant. Mais bien sûr. 5 enfants, moi j'ai 5 enfants différents. Hein. Même mes jumelles qui sont des vraies jumelles, ce sont des enfants différentes. Elles sont très différentes. Et ça, et je ne m'adresse pas avec chacun, je m'adresse différemment parce que chacun a sa sensibilité, chacun, ils sont uniques, ils sont vraiment uniques et notre relation est unique. Du coup. Voilà, c'est ce qui effectivement rend magnifique, je dirais, à cette multiplication de l'amour, c'est qu'en plus c'est unique. C'est pas on aime plusieurs fois, c'est on aime encore plus à chaque fois, quoi. Ah ben oui, c'est ce que j'expliquais déjà quand à mon aîné, quand son petit frère est arrivé, j'expliquais, mais le cœur d'une maman, il grandit avec avec le nombre de ses enfants. Donc, et c'est vrai. On en a toujours plus, on n'en manque jamais en fait. On manque jamais d'amour pour nos enfants et ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me paraît aussi l'endroit où placer qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, justement. On parlait d'amour, mais ça va aussi avec le portage, le câlinage. Toi, tu dois sûrement aussi voir encore dans les petites classes des enfants qui ont peut-être encore une tétée aussi en rentrant à la maison. Je pense qu'on ne valorise pas assez aussi à quel point le câlin est de l'engrais, en fait, pour nos enfants. Et peut-être une des solutions quand on se pose trop de questions de comment faire ou quoi faire avec mon enfant. Complètement. Se poser, s'arrêter. Et même en classe, tu sais Delphine, même en classe, quand je sens qu'avec un enfant c'est compliqué, je sens qu'il est tellement difficile que j'aurais tendance à m'éloigner. Donc je fais
quelque chose de contre-intuitif, ben, je vais vers lui, je le prends dans mes bras, je me reconnecte à lui, parce que je sais que quand le lien se renforce, ben, je me sens mieux, l'enfant se sent mieux, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est une clé importante, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est du Bon, alors carburant. on a parlé de voilà, ce fameux cadre de sécurité qui, est, du coup, lui, doit être inflexible. Oui. La première des choses. La deuxième des choses, on a évoqué aussi à quel point c'était important de se renvoyer à soi, finalement, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à son enfant. Hein, écouter son enfant, ben, savoir aussi s'écouter, respecter son enfant, avoir cultiver la confiance en soi de son enfant, mais se renvoyer aussi à soi, voilà, son degré de confiance en soi et de respect de soi. On a évoqué aussi que ben, chacun son rythme et qu'il peut y avoir des enfants qui ont besoin d'avoir plus et d'autres qui, ben, on pourrait même globaliser. Il y en a qui vont avoir besoin d'avoir plus de jeux ou de choses à apprendre, etc. Et il y en a qui vont avoir besoin de plus ben, de câlins, de temps de reconnexion. Voilà, tu le disais, hein, de se reconnecter vraiment voilà, avec son enfant. Et puis retenir aussi que chaque enfant est unique et que ce qu'on a pu prendre comme savoir et ce qu'on pense savoir avec un enfant, c'est légitime aussi d'être parfois complètement dérouté avec le numéro 2, ou le numéro 3, ou le numéro 4, ou le numéro 5. Oui. Parce que ça peut être complètement différent ou inverse, oui. etc. C'est pas toujours évident. Hein. C'est vrai quand on se dit, déjà, on a 2 enfants, par exemple. J'ai des mamans comme ça, 2 enfants, et le 3e arrive, mais il est tellement différent des autres. J'entends souvent ce discours, mais il ne ressemble pas du tout à ses frères et sœurs. Ben oui, ben oui. c'est challengeant parce qu'on croit avoir trouvé un équilibre. Hein, c'est déstabilisant parce qu'on se dit, mais alors quoi, il y a quelque chose encore que je n'ai pas compris. Et voilà, c'est vrai que c'est ainsi. Donc, il faut accepter aussi, se dire, bah oui, mon enfant, il est comme il est, avec ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, mine de rien, parce que des fois, on a du mal à accepter certains côtés de son enfant. Et pourtant, voilà. Et c'est vraiment un chemin à faire aussi, et tu le disais tout à l'heure, c'est accepter aussi ces parties de soi aussi qu'on ne veut pas voir. Hein, c'est un beau révélateur, effectivement. Ça met en lumière. L'enfant, ouais. ça renvoie. Ça renvoie. Est-ce que tu as peut-être une référence, je ne sais pas, peut-être de livre ou un jeu ou je sais pas, quelque chose qui pourrait être utile peut-être pour des mamans qui sont justement en quête comme ça un petit peu de mieux faire? En quête de mieux faire. Alors, je dis mieux faire. Ouais. Leur questionnement est toujours animé par le mieux faire. Maintenant, ça ne va pas être le livre Oui. recette pour mieux faire, mais... Oui. Alors, c'est vrai que on cherche souvent des recettes, justement, mais je trouve que c'est intéressant ta question parce que mieux faire, et on occulte le mieux-être. Et je pense que c'est là qu'il faut prioriser. C'est notre être, notre qualité d'être avec notre enfant, plutôt que dans le faire. Et pour ça, je pense qu'il faut travailler vraiment sur la compréhension de l'enfant. Alors évidemment, j'ai en tête des livres basiques, mais Maria Montessori, L'enfant, je trouve que moi, quand je l'ai lu il y a des années, hein, il y a longtemps, ça m'a fait quand même... voilà, je me suis dit, ah, on peut le voir comme ça. Et quelque part, j'avais cette intuition que mon enfant était comme ça, mais il y a tellement autour de nous des il faut, on doit, etc., que j'étais perdue par rapport à mon éducation, par rapport à ce que je voyais. Mais non, mais alors en fait, un enfant, c'est bien ça. Ok, donc ça m'a confortée, ça m'a donné confiance. Voilà. Donc l'enfant de Maria Montessori, et puis un basique aussi, mais c'est Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. Alors, je n'ai pas la référence. Au cœur des émotions de l'enfant.
Oui, Isabelle Et Filiosa. Ok. Et voilà, Isabelle Filiosa. On le mettra dans les commentaires pour que du coup les références soient claires. Ça, quand je l'ai lu aussi, je me suis dit, mais ce livre, il devrait être distribué dans toutes les maternités. Je ne sais pas, ça devrait être cadeau. Parce qu'il parle d'émotions, il parle de nos émotions. Et voilà, il parle voilà, des personnes vivantes et vibrantes que nous sommes. Et notre petit être qu'on a dans les bras, dans le ventre, dans les bras, puis qu'on tient à la main, puis qu'après qu'on salue. Oui, comme ça. Quand il nous dépasse, ben, c'est toujours la même chose en fait. Mais j'aime beaucoup ta proposition qui est effectivement de reprendre le sens même de son être pour voilà, être mieux avec son enfant et peut-être réussir à éteindre un petit peu la machine du faire, à vouloir voilà, faire avec son enfant. Je pense que c'est une belle conclusion. On aura fait 1 heure quand même sur le sujet. Bon, que 1 heure, parce que bien évidemment, on est quand même on est un peu, voilà, un peu peut-être intarissable sur ces sujets parce qu'on est passionné. Oui, ça c'est sûr. C'était un live qu'on avait voulu mener en soirée pour que voilà, ça change un petit peu. Avant, on était sur des créneaux de midi avec les filles et puis on s'était dit qu'on proposerait d'autres choses là sur la rentrée. Ce qui est pratique dans ce format live, c'est que forcément il y a un replay. Donc merci à toutes celles qui le reprendront du coup en replay de nous mettre un petit coucou, qu'on puisse avoir voilà, un petit peu vos retours. Vous retrouvez Muriel sur sa page, sur son groupe. Et puis, on va vous mettre les références du coup qui ont été citées dans les commentaires juste après du coup ce live. Je pense que je vais appuyer sur terminer le direct. Je vais vous souhaiter à toutes une très bonne soirée, un bon week-end et puis une belle rentrée. Même si c'est septembre, foutez-vous la paix. Faites-vous confiance. Voilà. Belle soirée. Et en effet, et la rentrée, pour moi, il y a la pré-rentrée, la rentrée et la post-rentrée. Là, on est dans la post-rentrée et on peut s'accorder du temps pour s'organiser, pour rééquilibrer, pour évaluer ce qu'on a mis en place en tout début du mois. On a du temps, c'est pas la peine de se mettre la pression. Donc, pensez plutôt post-rentrée pour voilà, pour pas en rajouter. Il y en a déjà assez comme ça, de stress et de pression. Redescendre un petit peu, voilà, la pression peut-être qu'ont pu être ces derniers jours où il y avait ce focus. Ouais. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui n'est pas encore trop diffusé, trop entendu, trop entendable, de juste des fois ralentir, redescendre, même si on est en septembre et sortir de cette croyance où voilà, il faut y aller à fond les ballons. C'est ça. Ce qui serait la meilleure solution pour se cramer avant Noël. Exactement, exactement. Donc, prenez soin de vous, toutes les mamans. Et merci beaucoup, Delphine, pour ce très bon moment que j'ai passé avec toi et avec vous toutes. C'était un moment partagé. Enfin, c'était vraiment un partage, en tout cas. Et moi, j'ai aimé voilà, pouvoir comme ça transmettre toutes ces belles informations et puis de faire connaître aussi à toutes ces mamans. Et si en plus d'être maman, voilà, vous êtes institutrice et que le parcours du coup de Muriel vous inspire, n'hésitez pas du coup à la retrouver sur son Messenger. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.